Comme d'habitude, un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire qui entrecroise les regards entre la littérature et les arts. Et ce soir, nous allons parler de la poésie dans tous ses états, puisque, comme disait Baudelaire, un homme peut se passer de manger et de boire pendant 2 jours, mais de poésie, jamais. Ce soir, pour traiter de cette poésie si indispensable à notre quotidien, même si parfois nous ne nous rendons pas compte, j'ai l'immense plaisir et privilège d'accueillir 2 poétesses, même si elles le sont chacune à leur manière. Tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir Mariam Bouraoui. Mariam Bouraoui, bonsoir. Bonsoir. Mariam Bouraoui, vous êtes enseignante d'anglais. Oui, tout à fait. Et vous êtes poétesse, mais un style de poésie particulier, puisque vous êtes slameuse. Tout à fait. On va voir tout de suite après de quoi il retourne exactement. Merci beaucoup, Mariam Bouraoui, d'être parmi nous ce soir. Merci à vous. Et comme d'habitude, pour apporter un autre regard, j'ai l'immense plaisir de recevoir une poétesse un peu plus classique, si je puis dire, puisque j'ai le plaisir de vous présenter Faiza Stambouli. Madame Stambouli, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'être parmi nous. Et merci pour votre invitation. Merci pour cette émission vraiment que vous organisez, que vous animez admirablement. Moi, j'anime seulement, c'est toute l'équipe qui organise. Et je remercie toute la sympathique équipe, vraiment. Ben, merci à vous pour votre aimabilité. Merci. Madame Stambouli, vous êtes psychologue clinicienne et vous êtes par ailleurs poétesse, bientôt romancière, on aura l'occasion d'en reparler en fin d'émission. Vous avez déjà à votre actif plusieurs recueils de poésie. Le premier s'intitulant Élan. Ensuite, Nos entrevagues, publié chez El Marifa. Puis vous êtes revenu avec Souffle de pétale chez Média Index. Et votre dernier recueil, paru en 2018, s'intitule Chant de ma lyre. Voilà, on va découvrir un petit peu ensemble le fil conducteur dont sont faits ces chants-là et cette lyre-là. Merci encore, Madame Stambouli. Je vous en prie, merci. Je vous remercie également. Alors, Mariam Bouraoui, commençons par le commencement. Slameuse, de quoi ça s'agit, comme dirait l'autre? Ok. Qu'est-ce que le slam? Le slam. Premièrement, c'est un art de performance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que le slam, c'est avec la littérature. Mais le slam, ça vient de la littérature, mais c'est un art de performance qui peut contenir de la musique, un peu d'art de théâtre, mais ça reste toujours un art de performance qui se fait sur scène. Donc, il y a une autre question par contre qu'on me pose très très souvent, et c'est quoi la différence entre le slam et le rap? Certes. Oui, alors la réponse c'est que le rap, ça suit le beat. Oui. Le rythme, exactement. Oui. Et puis le slam, ça suit la mélodie ou bien l'harmonie. Et c'est ça la différence entre ces deux-là. Peut-être aussi une plus grande exigence au niveau textuel. Tout à fait. Si on compare, tout à fait, bien sûr. Je sais pas moi, de grandes références, si on compare Grand Corps Malade d'un côté, je sais pas, Booba, PNL de l'autre. Non, 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 non. Il n'y a pas photo, on va dire? Il n'y a pas moyen. Voilà. Et comment êtes-vous venu justement à cette discipline? Au fait, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire des slams à la maison. J'enregistrais sur mon PC, je les mettais sur SoundCloud à l'époque. Oui. Et je téléchargeais des musiques depuis YouTube et voilà, j'écrivais, je slamais, j'enregistrais, je mettais sur SoundCloud. Jusqu'au jour où je suis partie aux États-Unis pour des études. Là-bas, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de scènes de poésie et vu que je le fais en 3 langues, ça m'a vraiment arrangé. À mon retour, il y avait la comité du festival Jam Slam N'Djam, sans flamand slam, pardon, à N'Djamena. En référence à N'Djamena au Tchad. Exactement. Oui. Donc on m'a invité à leur 2e édition de leur festival international à N'Djamena en 2017. Donc c'est voilà que j'ai commencé. Donc, ce qui vous a amené à devenir en Algérie en 2018, puisqu'il y a un championnat de slam. Exactement. Et vous êtes devenue la championne d'Algérie de slam en 2018. Oui, février 2018, oui. Vous avez remporté le concours. Oui. Ce qui vous a qualifié pour représenter l'Algérie. C'est un texte qui parle bien évidemment de la femme et c'est en langue arabe. On va le découvrir à la fin de l'émission avant de se dire au revoir.
Tout à fait. Et donc, c'est ce qui vous a qualifié pour représenter l'Algérie au championnat d'Afrique qui s'est déroulé en 2018 au Tchad. Toujours à N'Djamena, oui. Et racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire, quelles sont les langues représentées, quel est le jury, comment ça se passe? D'accord. On parle de la Coupe d'Afrique. D'abord de ce qui est de la Coupe d'Algérie, puisque Très bien. peut-être que c'est ce qui intéresse un peu nos slameurs en herbe, si je puis dire. Bien sûr, au fait, pour la Coupe d'Algérie, c'était, il n'y avait pas de membres de jury. Les jurys étaient le public. D'accord. Donc, il y avait une douzaine de personnes Mhm. qui ont participé en arabe, en tamazight et en français. Il n'y avait pas d'anglais. Et voilà, les jurys, ils votent pour la personne qu'ils préfèrent. Certes. Et c'était à Tizi Ouzou. Très bien. Et donc, vous avez été consacré et vous êtes retrouvé dans la capitale du Tchad. Et à ce moment-là, vous étiez au milieu de 35 participants à peu près. Oui, Venus 35 de- participants africains, oui, tout à fait. Et à la fin de la compétition, j'étais 5e au niveau africain et puis première au niveau de femmes africaines. Parce que je suis restée avec 4 gars. D'accord. Et il y a une nouvelle édition, puisque vous n'en êtes pas resté là. Vous êtes passé de participante à organisatrice. On va en parler plus longuement tout à l'heure. Mais en attendant, je me tourne vers vous, Madame Stambouli. Oui, Donc, Chant de ma lyre, chant de Mali. oui, votre dernier recueil. Je qui, voudrais préciser que j'avais un pseudo, c'est Faiza Assitani. Oui, Donc, alors justement. les 3 recueils précédents, c'est sous le pseudo Faiza Assitani. Et dernièrement, j'ai mis mon nom. Voilà. Et Voilà. là, sur ce Et recueil-là, j'ai gardé Assitani pour que ça pour soit... faire la liaison entre, Voilà. avec les précédents recueils, effectivement. Et donc là, comme peuvent le voir nos compatriotes, c'est sur la couverture qui apparaîtra sur leurs écrans, c'est Faiza Stambouli Assitani. Voilà. Chant de ma lyre, chant de votre lyre, qui s'ouvre d'emblée sur une série d'odes, une série d'hommages que vous rendez à l'Algérie. Ah C'est oui. un thème d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans vos recueils Ah précédents. oui, partout sur mes recueils, j'aborde le thème de l'Algérie. Et de l'unité aussi. De l'unité, de la diversité, tout. Ouais, tout. J'ai l'amour de l'Algérie vraiment dans mes veines. Chevillé au corps. Ah oui, partout où je vais, je me dis, il n'y a pas mieux que mon pays. D'ailleurs, j'ai un poème sur le précédent, je crois, où j'étais aux USA et j'avais vraiment la nostalgie de l'Algérie, vraiment. Et ça m'était insupportable qu'il y ait tout un océan qui me sépare du pays. Donc l'Algérie, dans tous mes recueils, il y a ce sujet. Voilà, l'amour de l'Algérie qui ressurgit. Et dans cette Algérie-là, Oui. vous mentionnez aussi le rôle de l'artiste Oui, et de la poétesse que vous êtes à travers 2 beaux poèmes, J'écrirai encore et un autre qui s'intitule L'artiste. oui, oui. Et on en parlait tout à l'heure, j'ai remarqué que par rapport à d'autres poètes peut-être qui tombent facilement dans le spleen, et chez vous il n'y a nulle trace, enfin en tous les cas il n'y a pas cette complaisance dans le spleen, il n'y a nulle trace de mal du siècle, de langueur insurmontable, etc. Le fil conducteur et le point commun qui sous-tend tous vos œuvres, c'est cette irrésistible note d'optimisme et d'espoir qui Exactement. perce toujours à la fin. Voilà, exactement. Mais au début, il y a toujours le facteur déclenchant, c'est toujours la douleur, c'est toujours des événements difficiles qu'on a surmontés. Mais moi, je me dis qu'il faut toujours défier ça et je cultive beaucoup l'optimisme. Je positive toujours et je me dis que dans une poésie ou bien dans une communication, il faut toujours, de préférence, transmettre des ondes positives. Le négatif, moi, je n'aime pas. Et je me dis toujours que quand il y a, disons, une toile sombre, il faut l'égayer avec de belles couleurs et positiver pour continuer la vie avec des notes gaies. Certes, et justement, c'est un petit peu d'ailleurs ce qui fait le rôle de l'artiste, en tout cas tel que vous l'êtes, c'est que vous êtes un petit peu une porteuse d'espoir. Ah oui, oui. Quand bien même vous abordez des thèmes parfois très douloureux, très poignants. Oui, des thèmes sociaux, oui, je m'intéresse à ce qui est... D'ailleurs, voilà. ces chants de votre lyre abordent toute la gamme, si je puis dire, Voilà, oui.
des mots, des mots à main X que traverse notre société. Notre société, pas uniquement en Algérie. Ma poésie, elle est ouverte, pas restreinte juste au niveau de l'Algérie, puisque je pars de la Syrie, de la Palestine. C'est-à-dire, c'est toujours l'humain qui m'intéresse, l'humain au sens large du terme. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la lecture de votre recueil, c'est que c'est une écriture profondément humaine. Et je parlais de sujets poignants et douloureux. Vous abordez notamment dans un poème la destinée noire. La destinée noire, oui. Oui, à travers un texte qui s'intitule Victime des sanguinaires. Oui. Et qui est un texte très très poignant où vous donnez la parole, vous donnez voix à un enfant né d'un viol justement durant la destinée noire. Exactement, oui. J'utilise le pronom je, à la place je lui donne la voix et il s'exprime, voilà, oui. Et si vous permettez de citer juste quelques... Comme j'ai dit, il y a dans un sujet qui pourrait porter à la surenchère. Victime, c'est une victime, ça n'y a pas de problème, mais oui, en tout cas dans la complaisance, dans le malheur, vous écrivez « Je jure de toutes mes forces, par le seul Dieu qui vit en moi, Dieu d'amour et de miséricorde, Dieu de bonté et de pardon, que je lutterai pour qu'il ne revienne, semer la terreur et la haine. » Et plus tard, quelques vers plus tard, vous reprenez « Je jure au nom du seul Dieu que je connaisse, celui de la paix et de la tolérance, que je me relèverai de ma détresse et je relaterai tous leurs crimes, sur toi ma mère, sur moi, sur toutes les victimes, pour que nul n'oublie les années noires, qu'on ne voudrait au grand jamais revoir. Au revoir, ah oui. Vous parlez en connaissance de cause puisque oui, on a vécu vous êtes originaire aussi de Blida, de Blida, l'une des régions peut-être les plus touchées. Exactement, oui. Et toujours dans cette unité un petit peu, vous m'avez dit tout à l'heure, j'écris spontanément, mais pourtant... Ah oui. Oui. Ah oui, j'écris, moi, c'est-à-dire je ne me donne jamais le but d'écrire. Je ne me dis pas, tiens, ce soir je vais écrire un poème, sinon. Donc j'écris spontanément sous comment dire, l'inspiration. C'est le moment de l'inspiration. Et donc mon poème, il est instantané. Et je garde toujours le premier jet. Je n'essaye pas de le corriger, de le revoir, de chercher les rimes. Sinon, il perd toute sa spontanéité, il perd toute sa sincérité surtout. Pour moi, un poème, c'est une expression d'une charge émotionnelle instantanée telle qu'elle est. Que ce soit une colère, ou là, une émotion, ou là, un émerveillement, ou là, pour dénoncer quelque chose qui me tient à cœur. Donc je préfère que le poème soit instantané et je préfère personnellement qu'il ne soit pas trop bien travaillé, trop mesuré, trop... Voilà, sinon il perd sa sincérité. Donc c'est instantané. Toute ma poésie, elle est instantanée. Vous ne vous embarrassez pas de métrique et de... Non, je n'aime pas. Bon, parfois je fais des quatrains, donc bon, je le fais. Mais c'est-à-dire j'ai le sens de l'harmonie. Et la rime, elle vient toute seule. Hein, et j'ai le sens de l'harmonie, sans calculer voilà. Les pieds, etc. Non, non, pas du tout. Et en ce qui vous concerne, Méline Bouraoui, comment se passe votre processus de création? En fait, c'est la même chose. Je décide jamais d'écrire. Quand ça me vient et je l'écris. Et puis c'est tout. Et il y a un truc qui m'arrive très souvent, c'est que quand je commence à écrire, je sens le besoin d'avoir un rythme ou bien une musique. Et là, ça colle, quoi. Tout ce que j'écris colle avec ce que j'écoutais à ce moment-là. Ah, c'est une synesthésie intéressante. Et vous écrivez dans les 3 langues. Oui, tout à fait. À savoir français, anglais et arabe, Fosha et Darja. Donc, autant dire les 4. Et vous vous limitez au slam ou est-ce que vous avez en projet de éventuellement publier un recueil? Mais tout à fait, bien sûr. Ok, autant pour moi. Mais moi, j'ai rien contre, hein, au contraire. En fait, oui, tout à fait, mais je dois vraiment m'y mettre. Je dois regrouper mes poèmes parce qu'ils sont par ici, par là, une scène par ici, une scène par là. Donc, quand on est dans le slam, on ne compte pas par nombre de poèmes ou bien par recueil. Ça se compte par scène, certes, par concert. Certes. Donc, je dois vraiment les regrouper. Et puis, vu que j'écris en 3 langues, j'arrive pas à regrouper plusieurs poèmes, par exemple en arabe, et puis plusieurs poèmes en français, plusieurs poèmes en anglais pour les publier. J'ai plein de poèmes dans les 3 langues, mais jamais qui se complètent les uns complet. les autres d'ailleurs, oui. Oui. J'imagine. Donc voilà. Quoi,
ce serait une expérience intéressante que le recueil, justement, soit Voilà. polyglotte, à l'image de Ouais. l'auteur. Ah oui, ça c'est vrai, hein, Oui. polyglotte, c'est bien. Intéressant. Ouais. Ce serait une première, voilà, un recueil polyglotte, c'est bien. Ouais. Vous mentionnerez mon nom si jamais vous êtes publié dans ce Suggéré par Vous me dédirez le Monsieur recueil. Vous-même, Madame Stambouli, un point commun avec Mariam Bouraoui, c'est que, d'une part, vous aussi, vous m'avez confié que vous partez à partir d'une image, non Voilà. pas auditive, mais visuelle. Voilà, visuel, et parfois aussi une musique ou quelque chose, mais parfois quelque chose qui m'inspire et c'est instantanément que Et j'écris. vous avez mentionné un So, artiste voilà, qui vous inspire monsieur, particulièrement. c'est un artiste peintre syrien. Il présente toujours des femmes. Et là, dès que je vois une image de femme, elle m'inspire et j'écris instantanément. D'ailleurs, j'ai écrit plusieurs poèmes sur la femme. La base, c'était ces toiles. Ces toiles. Oui, d'ailleurs Et- aussi Ah oui. l'illustration de votre... Non, c'est pas de lui. Ça, ça, oui, madame, oui, c'est de Khalis Jad. oui, c'est une dame, une bonne amie qui fait de la poésie et qui fait aussi ses Ses illustrations et ses peintures. Oui, j'ai pris son illustration. Donc. Et en parlant de Syrie, pour revenir un peu au fil conducteur de votre recueil, c'est que de la décennie noire, vous enchaînez inconsciemment, hein, puisque Oui, quelque part, puisque ouais. vous avez mentionné la spontanéité de la création, vous enchaînez sur un poème qui s'intitule Soit une leçon, Syrie, Syrie, oui. où vous mentionnez un petit peu le carnage Voilà, que vivait qu'a subi ce berceau de la civilisation. Oui, voilà. Parce que la Syrie, j'ai eu la chance de visiter quand c'était en paix, quand c'était avant les événements Haddock. Donc, et tout ce qui lui est arrivé, pour nous, ça devrait être. À l'époque, c'était une leçon, quoi. On aurait, c'est-à-dire, ça aurait été une leçon pour nous. C'est-à-dire, ce qu'a vécu la Syrie, on devrait l'épargner. Épargner tous les problèmes qu'elle a subis. Oui. Oui. Donc, et spontanément aussi, j'ai écrit sur. Ouais. D'ailleurs, juste quelques poèmes avant, vous écrivez aussi un poème qui s'intitule Notre unité. Ah oui, l'unité de l'Algérie. À chaque fois que je parle de l'Algérie, je parle de cette unité. C'est-à-dire notre richesse, c'est surtout la diversité des traditions, de la langue, qui sont une richesse. Donc pour moi, l'unité de l'Algérie, c'est vraiment... voilà. Et toujours dans la même thématique, il y a aussi un poème très saisissant qui s'intitule L'islam de mon père. Ah oui. C'est un hommage à mon père. Et mon père était imam, Allah yarhamou. Et il avait une vision de l'islam qu'il nous a transmise. Donc pour nous, c'est l'islam ouvert. C'est vraiment très ouvert comme islam. Et moi, personnellement, il me disait « Din akhlaq wa mu'amala ». J'ai toujours gardé ça ancré en moi. Donc, il était ouvert. Pour lui, c'est l'islam. Enfin, j'aurais aimé ne pas aborder ce sujet, mais donc pour lui, l'islam, c'est le travail, c'est le savoir, c'est le partage, le pardon, la solidarité, la bonne relation avec autrui, au sens large, hein, pas forcément musulman. Oui, oui. Voilà. Donc, et là, j'ai opté pour cette. Pour cette comment dire manière approche, de oui cette Ce approche double hommage à la fois voilà cette approche voilà à la fois au père et à l'islam Ouais. solidaire qui était celui de nos parents, de nos exactement grands-parents. voilà c'était à l'époque c'était tous nos parents étaient comme ça en général en général Avant le déferlement Voilà. de ce avant que le changement qui sont voilà, de ce qu'Ahmed Ben Kemla appelait le peuple nouveau dans un autre recueil de poésie Ahmed aussi. Moukemla oui Et ce qui nous amène au thème de prédilection de Mariam Bouraoui, même si vous parliez d'humanisme, Madame Stambouli. ah oui Et donc vous parliez de... Pardon, toute ma poésie, c'est un appel à la paix, à l'amour, à l'humanisme, au pardon, comment dire, voilà. C'est un appel à la solidarité aussi, donc, ouais. Et notamment solidarité indéfectible avec Oui. la Palestine, Ah oui. que vous mentionnez dans
quelque part une rubrique qu'on pourrait intituler Combat de femmes, et vous rendez hommage dans un de vos poèmes à Ahd Tamimi. Ah oui, La fameuse résistante jeune palestinienne. fille qui m'a vraiment touchée avec sa chevelure bouclée, avec son audace. aplomb, Oui, elle m'avait vraiment. Donc j'ai écrit un poème. Et c'est une note d'optimisme également, comme quoi, c'est-à-dire la future génération Tahom, ça va donner quelque chose, Inch'Allah. Oui. Certes, si vous permettez de juste donner un aperçu, vous écrivez sur Ahd Tamimi, dresse ta tête fière, tu as honoré tes pères, sur tes cheveux blonds en cascade, brillent les rayons or du soleil, reflet de ta rébellion, contre les loups qui se croient lions. Enfant de la Palestine, graine d'un passé lointain, jamais tu ne périras. Tu seras l'éternelle racine ancrée dans la profondeur de ta terre. Et tes tiges et tes fleurs finiront par couvrir le sol ensanglanté et grimperont vers le ciel autour de l'emblème de liberté. Ouais. Ce thème de la femme résistante, de la femme combattante, Mariam Bouraoui, c'est un thème qui vous tient à cœur, vous aussi? Tout à fait. Et c'est un thème aussi qui ressort chez beaucoup de slameuses. Oui, c'est très important la femme. C'est très important et on voit comment elle souffre sous, je ne sais pas comment dire. On sent l'autocensure, mais c'est pas grave. Ça va sortir, ça va sortir. On est entre nous, tranquille. Sous l'autorité d'une société, je dirais bien. Donc, il faut en parler. Certes. Et on va y revenir après un petit détour, à savoir que vous êtes passée justement de participante à organisatrice, puisqu'il y a une édition 2021 et donc un championnat d'Algérie de slam qui qualifie pour le championnat d'Afrique. Tout à fait. Et dont vous êtes l'organisatrice. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. Au fait, après ma participation à la Coupe d'Afrique de slam et poésie, ils nous ont donné des accords pour devenir ambassadeurs dans nos pays respectifs. Donc vous êtes l'ambassadrice de slam et poésie africaine en Algérie. Magnifique. Oui. Donc je suis devenue ambassadrice dès l'année 2018. Très bien. Et on allait faire au fait cette Coupe d'Algérie l'année passée, en l'année 2020, mais il y avait le Covid, on ne pouvait rien faire. Du coup, c'était vraiment obligatoire de le faire maintenant. Enfin, on a commencé il y a 4 mois, 5 mois. Et vu que la Coupe d'Afrique commence le mois de juillet en ligne et le mois de novembre en présentiel, pour cette année c'est en Éthiopie, on doit avoir notre champion le mois de janvier. Il nous reste qu'un mois. D'accord. Donc, sans pression. Okay. On est avec les préparations. On a commencé avec la première phase. La première phase, elle est complètement en ligne. On a ouvert un formulaire de participation pour les slameurs algériens. Très bien. Au fait, on a préféré de ne pas conditionner les langues ni l'âge. Parce que d'habitude, ils mettent... la personne doit avoir moins de 35 ans. On a préféré de ne pas limiter l'âge du tout. Très bien. Donc voilà, on a reçu pas mal de candidatures. Et là, il y a nos membres de jury qui sont en train de travailler sur ça. Donc cette fois-ci, il y a un jury? Oui, il y en a 4. Très bien. Donc ils sont en train de travailler sur ça. Dont certains sont déjà connus sur la scène du slam, justement. Tout à fait, comme Siham Benish. Oui, que nous saluons. Oui. Et membre des Muses Exilées. Exactement. Et une très chère amie aussi. Et il y a aussi 2 membres qui sont étrangers. Donc j'ai voulu faire un peu de diversité. Oui. Il y a Fatine, c'est l'ambassadrice de Slam et Poésie au Maroc. Oui. Et Hamdi, l'ambassadeur de Slam et Poésie en Tunisie. Très bien. Donc voilà, ils sont nord-africains, ils comprennent notre dialecte, nos langues, donc ça tombe bien. Et pour les autres membres du jury, c'est une surprise. D'accord. Et voilà. Donc on a déjà commencé à sélectionner les 10 personnes qui vont participer dans la deuxième phase, qui sera en présentiel et qui va contenir pas seulement la compétition, mais aussi des ateliers de slam, d'écriture, de mise en scène, de tout ce que vous voulez dans le slam. Tout ce qui permet de peaufiner la performance. Exactement. Donc, et puis, dans la phase présentielle, on va choisir une seule personne qui va représenter l'Algérie dans la Coupe d'Afrique prochainement.
D'accord. Et vous avez mentionné qu'il n'y avait pas de limite de langue, donc les participants peuvent participer en Oui. arabe, français, darja, Et anglais. anglais Et tamazight. et tamazight. En fait, parce qu'auparavant, les langues autorisées ici en Algérie étaient l'arabe et le français. Et on a dû négocier avec le ministère de la Culture pour rajouter l'anglais et le tamazight Certes. pour cette année. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Ah ben, c'est magnifique. Et on va parler plus longuement d'autres détails tout à l'heure. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Madame Stambouli, Oui. pour continuer un petit peu notre exploration en arabesque dans, dans les chants de votre lyre et dans les cordes de cette lyre. Madame Bouraoui a mentionné justement cette combativité. Ah oui. Vous-même, c'est Les un femmes. thème qui vous tient à cœur, notamment dans un poème que vous intitulez « Je ne veux pas te voir courber les chines Oui. Ah, le sujet de la femme, ça me tient à cœur. Donc, j'ai écrit plein de poèmes pour la femme. Mon premier recueil, Nos entrevagues, c'est la femme et la mer, Nos entrevagues. Donc la mer dans le sens où on se projette sur la mer, mais c'est toujours la femme. Toute ma poésie est à Nos entrevagues, c'est la femme. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur. ». C'est un thème récurrent, ce parallèle entre la mer et la mer avec Voilà, un E. la mer et la mer, RE. Voilà, et surtout la femme, je répète très souvent dans les poèmes pour la femme, je répète préserve ta dignité, préserve ton honneur. Et je me dis que la femme, l'image de la femme, devrait représenter l'image de l'Algérie. La femme, là où elle va, elle est l'ambassadrice de l'Algérie. Et la femme de mon rêve, de l'Algérie de mon rêve, bon, disons de la femme de mon rêve, c'est qu'elle soit instruite, ouverte, respectueuse, qui inspire le respect. Elle est, je ne sais pas moi, qui se respecte d'abord, qui a sa dignité et surtout qui inspire le respect, voilà. Et instruite et ouverte, ça c'est important. L'instruction, c'est important. De l'art maintenant, et artiste aussi, ça c'est secondaire. Ce qui est de l'art et ce qui j'ai remarqué, c'est-à-dire c'est récent peut-être grâce aux réseaux sociaux, il y a plein de plumes qui émergent, qui ont émergé, et je découvre plein de jeunes plumes aussi qui s'intéressent à la poésie. Ça c'est vraiment, donc le côté artistique, il est vraiment impressionnant. Nos femmes, enfin femmes en général, et les jeunes femmes aussi. Donc c'est impressionnant comment il y a eu une éclosion de cette, disons, le côté littéraire et le côté artistique. Ça c'est impressionnant et pour moi c'est une sorte de révolution et je suis sûre que ça va donner un changement. Voilà. Oui, peut-être que ces talents-là ont toujours été présents, mais que les supports n'étaient pas là. Et voilà, les réseaux sociaux ont permis de libérer la parole. De libérer, surtout les femmes, il y avait plein de femmes qui avaient leurs écrits au tiroir et donc cet espace du réseau, surtout Facebook, bon, c'était au début, qui a permis que la majorité a emputuré leurs écrits et osé les publier. Et par la suite, ça a stimulé à écrire. Voilà, ça a stimulé à écrire aussi. Absolument, hein. oui. Oui. Et on parlait de la résistance de la femme, on parlait tout à l'heure de la destinée noire, peut-être que les femmes ont été aux avant-postes de cette résistance-là, même si c'était un combat quotidien et c'était vraiment une guerre d'usure. Et vous parlez aussi, les femmes sont un petit peu aussi les gardiennes du lien social. Exactement, oui. Ce qui nous permet un petit peu d'embrayer aussi sur la destruction du lien social que vous déplorez, notamment à travers des poèmes comme L'Abandon. L'Abandon, oui. Oui, où vous parlez un petit peu d'une femme abandonnée par... oui. C'est un thème récurrent aussi, notamment à travers la dislocation de la cellule familiale, etc. Oui, oui. Et toujours dans ce même contexte, vous parlez aussi, il y a un poème aux accents de Malika Domaran, lorsqu'elle dit « Il ne reste plus entre toi et moi, mon frère, que... Et vous parlez de la cécité de ton frère, carrément, c'est-à-dire l'aveuglement où on en arrive de la détresse de l'autre. Oui, exactement. Oui. Donc, et c'est quelque chose que vous déplorez à tel point que
je ne sais pas si vous faites un rapport de cause à effet, mais moi, c'est ce qui m'a semblé. Hein. D'ailleurs, c'est l'enchaînement, page 76, page 84, et puis page 89, vous dédiez un poème au Harraga. Comme s'ils étaient un petit peu Oui, la c'était conséquence une de la conséquence. destruction de ce lien social. Ah oui, ça. C'est un phénomène qui vous interpelle. Oui, le haraga, bien sûr, ça m'interpelle parce que vraiment, voir des jeunes partir comme ça, désespérés surtout, désespérés, sans espoir. Et d'ailleurs, je le dis, ce n'est pas les lumières qui scintillent qui seront pour eux le paradis. Donc, moi, j'encourage à ce qu'ils restent ici et à ce qu'ils travaillent, à ce qu'ils essayent d'améliorer un peu la situation parce que se plaindre et se lamenter, ça donne rien. Il faut se lamenter, ça donne rien. Donc, ce qui serait positif, ce serait de travailler. Chacun doit retrousser ses manches et travailler, chacun dans son domaine, chacun dans son... au moins que chacun fasse quelque chose dans son domaine et le tout serait meilleur. Oui. Donc, voilà. Et lutter pour cette belle Algérie oui. à laquelle vous consacrez justement les odes qui ouvrent votre recueil. Oui. Vous parlez aussi d'amour, évidemment. Ah oui, la poésie sentimentale, oui, j'en parle beaucoup, surtout sur mon recueil Élan, d'abord qui était un hommage à mon mari, Allah yarhamou. Et poésie sentimentale, j'en parle spontanément en tant que romantique, quand je vois quelque chose, une scène où là, je projette un peu la passion, un peu les rêves de la femme. Et c'est aussi dans un sens éducatif parce que j'ai remarqué que l'époque d'Adorka, il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas cette sensibilité, il n'y a pas... Donc la sentimentalité est devenue ringarde. Voilà, c'est une manière de sublimer le sentiment, c'est une manière d'ascension, c'est-à-dire d'élévation. Voilà, c'est dans ce sens, d'anoblir ce sentiment. Et toute ma poésie sentimentale, c'est dans ce sens, anoblir les sentiments en général, pas précisément voilà. Sentiment qui peut être douloureux lorsqu'il n'est pas partagé, comme dans ce... comme dans ce poème ça, que oui. vous avez intitulé Sans écho. Et moi, tout de suite, en l'ayant lu et en me référant au titre, d'ailleurs, le poème est magnifiquement agencé. Ne pouvant assumer son deuil devant un amour seul, elle écrira sur blanche feuille combien ces jours étaient merveilles, mais qui n'ont pu atteindre le seuil de son monde mystérieux et clos, c'est-à-dire celui de son amoureux. Ces je t'aime n'ont pas d'écho. Et cette chute magnifique m'a tout de suite fait penser au mythe de Narcisse, puisque le terme écho lui-même vient de la mythologie grecque, c'est écho qui tombe amoureuse de Narcisse. Narcisse lui n'aime que Narcisse, évidemment. Il n'aime que Narcisse, oui. Et écho, par dépit amoureux, se jette du haut d'une montagne, et la montagne, en appelant son nom, écho, 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 c'est ce qui donne justement cette étymologie. Mais vous chantez aussi pas seulement l'amour amoureux, si je puis dire, mais aussi l'amour au sens large, général, et notamment maternel. On parlait tout à l'heure de ce terme. Maternel au sens large, mais dans ma poésie, il y a surtout la passion. La passion, c'est au sens large, pas précisément la passion amoureuse ou bien, c'est la passion au sens large. Et donc, je me dis que chaque humain devrait cultiver avec la passion, parce que quand il n'y a plus de passion, il n'y a plus de flamme de vie. Et donc l'être humain, s'il ne cultive pas cette flamme, il risque de déprimer. Voilà. Et donc, concernant la déprime aussi, c'est pour ça que je cultive l'optimisme. Il faut toujours lutter, essayer de trouver des couleurs, essayer de trouver du positif, pour continuer à vivre avec flamme, pas juste vivre parce qu'il faut vivre. C'est la flamme qui donne la créativité, qui donne l'art, qui donne le motif pour travailler, pour s'instruire, pour travailler surtout. Voilà. Donc de toute façon, rien ne saurait perdurer. Voilà, c'est dans ce sens où j'écris beaucoup sur la passion et sur l'ascension aussi. Toute ma poésie, elle est une ascension vers le divin. Et vers le beau, oui. Ah oui. Et vous, Méline Boraoui, en dehors du thème de l'engagement, de la femme, de la lutte, quels sont aussi vos thèmes de prédilection? Bon, j'écris beaucoup plus pour la femme. Donc c'est à 80... Pour et sur.
Oui, pour être sûr, tout Oui. à fait. À 80%, au fait. D'accord. Et puis j'écris pour, par exemple, s'il y a un événement qui s'est passé dans ma vie et qui m'a blessée, qui m'a fait sentir quelque chose, je l'écris. S'il y a un événement qui se passe sur l'échelle mondiale ou bien l'échelle nationale dans le pays et que ça me touche, je l'écris. Sinon, il n'y a pas de thème vraiment précis que j'aborde. Et quelles sont vos influences en dehors de la musique, je veux dire, vos influences textuelles? D'accord, donc en langue anglaise, on a Maya Angelou. Mhm. Je l'aime beaucoup. J'ai lu tous ses livres. En langue française, j'en ai pas, D'accord. honnêtement. Et en langue arabe, je lis beaucoup du Nizar. Nizar Qabbani, oui. Oui, tout à fait. Nizar Qabbani, Ahmed Matar et bien sûr du Mahmoud Darwish. C'est clair. Ça va presque de soi, oui. Oui, tout à fait. Le grand Mahmoud Darwish. Et en ce qui vous concerne, Madame Stambouli, il y a aussi d'autres thèmes que l'on retrouve dans vos recueils, et notamment la description que vous faites de l'immense diversité géographique de l'Algérie. D'ailleurs, vous-même, oui. vous êtes une grande voyageuse, si je puis dire. Je suis une grande voyageuse. Mon frère, il m'appelle la voyageuse du monde. J'ai voyagé beaucoup. Donc, aussi, certains pays qui m'ont touchée, j'ai écrit peut-être sur d'autres recueils, peut-être qu'il n'y a pas ici. Sur le Liban, la Malaisie, les USA, j'ai cité les Amériques. Et chez nous, le Sahara m'a beaucoup impressionné. J'ai écrit sur le Sahara, l'homme du désert, l'oasis. Voilà, parce que pourquoi les dunes, tous les espaces larges m'impressionnent, me touchent. Les océans, les espaces de dunes au désert, ça me touche beaucoup. Donc j'ai écrit aussi sur ça. Ouais. Et malgré le fait que vous soyez en quelque sorte un globe-trotter, l'appel du pays se fait toujours... Ah oui, là où je vais, il faut que je revienne chez moi. Il faut que je revienne chez moi. J'aime voyager, c'est vrai, je voyage. Je ne peux pas m'en passer d'ailleurs durant cette période où tout est fermé. J'étais un peu... je me sentais vraiment cloîtrée. Mais j'ai compensé ça par les sorties ici au territoire. Il y a plein d'endroits à découvrir, plein d'endroits à voir. Et donc j'ai compensé ça. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup d'autres endroits qui sont vraiment très beaux chez nous. On a un très beau pays. Hein. Oui, donc, que vous décrivez magnifiquement. J'adore aussi. On a un très beau pays que j'apprécie. Il faut vraiment, c'est-à-dire partir ailleurs pour apprécier plus ce qu'on a chez nous. Sur le plan nature, hein. La nature, elle est magnifique, extraordinaire ici. Plein d'endroits, la mer, le désert, les montagnes, les forêts. Ouais, c'est vraiment très riche. Ce fameux désert, justement, que vous mentionnez, qui m'offre un petit peu la transition vers notre rubrique Mohamed Dib, auquel nous consacrons une rubrique, puisque, comme vous le savez sans doute, nous célébrons son centenaire cette année, Oui. L'année d'avant. Et donc ce soir, si vous le voulez bien, nous allons redécouvrir un petit peu un aspect de l'un des thèmes récurrents chez Mohamed Dib, à savoir le désert. Mais pour cela, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après le jingle. Donc Mohamed Dib, qui a évoqué le désert dans plusieurs de ses livres, dans plusieurs de ses nouvelles, dans plusieurs de ses essais aussi, L'Arbre à dire, Simorgue, etc. Et qui a publié un roman qui s'intitule Le désert sans détour, roman republié aux éditions Apic, d'abord sous forme classique romanesque, mais aussi avec un ouvrage illustré de Jacques Ferrandez à partir de cette œuvre de Mohamed Dib, Le désert sans détour. C'est à la fois l'occasion de découvrir ce très beau travail esthétique, d'encourager nos éditeurs à se réapproprier nos classiques et de découvrir un pan de cette œuvre, à savoir un extrait de ce fameux roman. Le désert, à présent réveillé de son rêve, et tous nous sommes sortis de l'arche de ce rêve comme un seul homme. Mais j'attends déjà que revienne la nuit, la même nuit s'il se peut,
pour recueillir le chant de l'homme et me réconcilier, moi l'ombre, avec celui qui la projette. Elle reviendra. Prisonnier je suis de tout le reste. Prisonnier capturé par le désert, gardé par lui, autant que nous le sommes, les uns et les autres, jusque dans l'obscurité de la chair. Je me sens envahi par son odeur sèche et blanche jusque dans mes derniers retranchements. Désert du désert, poussière de la poussière, silence du silence. Peut-être avons-nous gagné et le monde perdu. Le vide aurait fait en vous son nid, et vous voici comme tout à chacun ouvert à tout vent. N'ayant pour substance et enveloppe que ce vide qui ne sait que se vider et vous dissoudre dans le flamboiement du jour. Mais que, si brûlé à son contact, vous vous éteigniez, c'est alors que vous revivriez, reviendriez au monde. Ange, passez donc sur ce corps, consumez-le, consumez-moi. Une immense puissance symbolique, une très grande puissance d'évocation. J'ai beau le répéter à chaque fois, j'ose pas dire autre chose parce que devant ce monument, on ne peut qu'enchaîner les superlatifs. Je me tourne vers vous, Mriam Boraoui. On a mentionné tout à l'heure que vous êtes la championne d'Algérie 2018 du slam et que vous avez amené avec vous le poème qui a permis, enfin le slam, qui a permis cette consécration. Tout à fait. Puisque nous en sommes aux déclamations, si vous le voulez bien, est-ce que nous pouvons faire découvrir à nos compatriotes le poème qui les a représentés à N'Djamena en 2018? Au fait, non. Plutôt qui a permis que vous les représentiez à N'Djamena en 2018. Exact. Voilà, autant pour moi. Exact. Donc c'est un poème en langue arabe, fusha, et qui parle de la fin. Certes. وقعت الواقعة وهبت صرخة الحياة إنها أنثى أتت الممرضة بيديها لها رافعة لكن عيناها كانتا للأم ترثى الأم بدورها لحسرة دفينة خاضعة فالفرحة بست وأضحت هباء منبثا سكوت الزمن يجري وشمعتها في خفوت سكوت ففرجها مصون وقدها منحوت سكوت سيدة المطبخ والوليمة على التخوت سكوت فقد رشفت خصلها زيتا والعينين حبتا ياقوت سكوت فقد حضرت حنجرتها للأنين وصوت الكلام بقي مكبوت سكوت فقد زيفت ابتسامة عريضة وأخفت فرحة مريضة واستعدت لتزف في تابوت سكوت هي لا ترى الألوان فقد ابتلعها الحوت فلا رب يونس سينجيها فلا المعجزات باقية فلا رفع اليدين سينجيها ولا التبوت فبنفس اليدين اللتين تفضان البكارة يحكم عليها بالعيش داخل مغارة أسيرة التهميش دفينة الحجارة خوفا من كمال مزعوم أطلق عليها عارة لحا بالقيم تتاجر تجارة تقوى جلية ومع النفس سمسارة بيع للدين وشراء للقذارة جهل بنور الشمس وبالذل افتخارا جعلوا تنورة لشرفها مقدار باسم الدين المزيف المتخذ أعذارا أقصى الوحوش تخالوا أنفسها لهم شطار على من حملت وربت لتلقى من ابنها دمارا ممارسات عليهن وأظلام جهارة فلا أحد يجرؤ التدخل وما أصلنا إلا فخارا كتمت ولجمت فامتلأت أسرار واليوم الموعود آت لتلقنك انفجارا يوما ما ستتركك وحيدا محتارا دون ولد دون أم دون ليل ستبدي دونك دارا لست الكل فالطريق دونك سيارة ستستنجد لكن لن تجدها سوداء قلب كما سوادا غمرتها ستارة. C'est vraiment fort, vraiment c'est très fort. Allah يبارك. Inch'Allah, vraiment c'est vraiment fort. Très beau poème et très puissant lui aussi. Ce qui nous amène à vous, Madame Stambouli. Vous-même, vous avez, comme Mriam Boraoui, plusieurs cordes à votre arc, pardon. Et vous êtes aussi, pas seulement poétesse, mais aussi romancière.
Prochainement, oui. C'est-à-dire. Vous avez un roman sur le grill, on va dire. J'ai un roman plutôt terminé, corrigé, et je vais, Inch'Allah, l'éditer bientôt. Ouais. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Quelle sera la thématique de... Le titre, c'est. Mon Dieu. Les murailles de l'interdit. Parce que j'ai hésité entre les murailles de l'interdit ou bien quand tout bascule. Mais le muraille de l'interdit, je pense que je vais le garder. Le sujet, c'est la tranche des femmes qui ont connu l'école post-indépendance. Donc, qui ont eu l'instruction, qui ont pu accéder au banc universitaire, qui ont eu leur diplôme. Et par la suite, après le mariage, certaines, disons la majorité, elles revenaient vers des milieux très répressifs, très conservateurs plutôt. Et donc, une tranche de femmes, beaucoup de femmes qui ont souffert de ce conflit, femmes instruites d'un côté, et le milieu, les conditions, le milieu conservateur, donc, et qu'elles doivent respecter. C'est-à-dire, ce n'est pas des femmes soumises, mais elles doivent accepter toutes les traditions, tout le concept, composer un petit tout peu ça avec, par respect, parce qu'il y a d'abord le respect du mari, donc elle est obligée de respecter toute sa famille, toutes les traditions. Donc tout le long du poème, c'est surtout, je parle d'une femme, c'est Nassera, qui cherche toujours le bout du tunnel, c'est-à-dire elle est tombée dans un milieu très conservateur et elle s'accroche à l'idée que bientôt elle trouvera une sortie à son, disons, moi j'appelle ça un labyrinthe. Et en même temps, l'idée du roman, je parle de plusieurs étapes historiques de l'Algérie. Donc cette personne, elle a été témoin elle raconte un peu à travers les histoires que sa mère lui racontait. Elle raconte des scènes de guerre. Elle raconte elle-même, elle a été témoin de quelques périodes, la période OAS. Et donc par la suite, voilà. Oui. Et elle parle aussi les années universitaires, quand commençaient les conflits entre l'apparition des frères musulmans, disons, voilà. Elle raconte comment ça a commencé. Voilà, les conflits entre arabophones et francophones qui ont existé. Il y a eu l'apparition des sœurs musulmanes, frères musulmans. Conflit tout à fait ridicule quand on voit le multilinguisme c'était au début, de la génération aujourd'hui. Au début, il y avait une haine entre eux. Et donc, oui, qui a d'autres déterminations que la langue, en fait. Hein, c'est juste un voile, finalement. Elle parle aussi, elle raconte du printemps berbère, vraiment des scènes auxquelles elle a été témoin. Donc, le printemps berbère, par la suite, les années noires, elle raconte des scènes des années noires. Octobre 88 aussi, donc plusieurs étapes. C'est une sorte d'histoire contemporaine de l'Algérie à travers les yeux d'un individu. Voilà, à travers une femme qui s'appelle Nassera. Voilà. Et entre-temps, donc, elle s'accroche à cet espoir. Est-ce qu'elle va vraiment aboutir à ce qu'elle veut, à redevenir ce qu'elle était, comment elle était étudiante, comment elle avait plein d'espoir, plein de d'aspiration, d'ambition. D'ambition surtout. Et donc là, c'est toujours l'énigme, est-ce qu'elle revient à ça? Et la fin du roman, elle est plutôt très positive. On s'en serait douté avec vous. J'ai raconté le roman, mais voilà. Mais en même temps, il y a des scènes, très poétiques, des descriptions poétiques, en même temps toujours la plume poétique qui revient, et l'art de la littérature qui revient sur certaines trucs. Voilà. Là, c'est une idée de ce que contiendra le roman. Après, lorsqu'il sera publié, Inch'Allah, on aura l'occasion de vous recevoir pour voir à travers le roman, ce qu'il montre comme faits sociaux, puisque c'est ce qui est déterminant dans une œuvre, en général et romanesque en particulier. Donc, nous pourrons espérer bientôt le lire et en reparler. Je rappelle, Madame Faiza Stambouli, Assitani de votre pseudonyme, que votre dernier recueil s'intitule Chant de Malire, qu'il a été publié par les éditions Média Index. Oui. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous en prie. Merci pour votre invitation. Merci pour toute l'équipe. Et je remercie mademoiselle qui est vraiment excellente, Laïbarek.
à laquelle je souhaite beaucoup de succès, Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Beaucoup de succès, Mélanie Bouraoui. Allah, déjà. Certes, Oui. nous avons parlé d'un éventuel recueil, Inch'Allah. Qu'en est-il de vos autres projets? Par exemple, pouvons-nous espérer aussi, puisque vous faites du slam et que c'est une performance d'abord auditive, si je puis dire, pouvons-nous espérer un album bientôt? Au fait, j'ai 2 projets Je vous écoute. pour l'année 2022. Oui, Donc, le premier, c'est que je vais essayer d'enregistrer un album de slam. Je suis juste à la recherche de musiciens qui vont m'accompagner. très bien. Et le deuxième, c'est... L'appel est lancé. Tout à fait. Et le deuxième, c'est que je suis dans mon dernier chapitre d'un roman en langue arabe, Fusha. Très bien. Et Bon, voilà une surprise, celle-là. Ah oui, justement, c'est- Pourtant, on avait préparé l'émission, mais voilà, il nous a réservé un petit scoop pour la fin. tout à fait. Et en fait, c'est un roman qui parle d'une fille qui avait l'âge, qui a l'âge de 14 ans. Et comment est-ce qu'elle a grandi au milieu d'une société très conservative et comment est-ce qu'elle a pu faire pour réussir. Donc ça parle de la De femme. cette lutte. Toujours, cette oui. lutte, la lutte. Ça parle de la femme toujours. Ben, nous aurons l'occasion dans ce cas de vous recevoir pour l'un ou l'autre de ces projets ou pour les deux, Inch'Allah. C'est ce qui se passe Inch'Allah, bien précisément en sûr, même bien temps. sûr. En tout Merci cas, Mélanie beaucoup. Bouraoui, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle que la Coupe d'Algérie du Slam a lieu en ce moment même, que les sélections sont en cours, en attendant de désigner le champion qui ira nous représenter cette fois-ci en Éthiopie. Tout à fait, en Éthiopie. Merci encore d'avoir été parmi nous, Merci Mélanie à vous, Bouraoui. merci beaucoup. Madame Samboli, merci encore. Merci, c'est un plaisir. Ouais. Quant à vous, mes chers compatriotes, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Merci de nous avoir accueillis chez vous et à très bientôt. Au revoir.